Mes chers amis, vous aviez éveillé ma curiosité, et là vous captez mon attention. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré aux photons. Pour introduire cette vidéo, observons la photo suivante où l'on voit une installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d'une maison. La question que nous allons nous poser est la suivante: quelle surface de panneaux photovoltaïques est-elle nécessaire pour rendre une maison autonome en électricité? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir les différents modèles sur la lumière qui existent en physique. Ensuite, nous parlerons de l'interaction lumière-matière et enfin, nous définirons l'effet photoélectrique. Quels sont les différents modèles utilisés pour la lumière? Le premier modèle que nous avons vu, c'est le modèle du rayon lumineux. En effet, si je considère un émetteur, que ce soit une source primaire telle que le soleil ou une source secondaire qui va diffuser la lumière issue d'une source primaire, on va pouvoir tracer un rayon lumineux en ligne droite qui va donc de la source au récepteur. Ici, nous avons dessiné un œil et on dit que ce rayon lumineux est orienté puisqu'il va toujours de la source vers le récepteur. Ce rayon lumineux se propagera en ligne droite dans un milieu dit isotrope. Par contre, lorsqu'il va arriver à la séparation avec un autre milieu, il va y avoir ce qu'on appelle le phénomène de réfraction et le rayon lumineux va être dévié. C'est ce qui se passe, et ce que nous avons vu en début d'année, avec la lunette astronomique qui est composée de deux lentilles convergentes. Et donc ces lentilles ont pour rôle de justement dévier, vous voyez, le rayon lumineux ici, et le faire converger à un point. Deuxième modèle, c'est le modèle de l'onde électromagnétique. En fait, la lumière peut être assimilée à une onde qui va être caractérisée par sa longueur d'onde. Et en fonction de la longueur d'onde, nous allons distinguer différents domaines d'ondes électromagnétiques. Donc, celui qui correspond aux longueurs d'onde les plus courtes, c'est ce qu'on appelle les rayons gamma. Après, nous avons les rayons X, le domaine des ultraviolets, le domaine du visible. Pourquoi on l'appelle visible? Parce que c'est ce domaine des ondes électromagnétiques qui va pouvoir être détecté par nos yeux. Ensuite, au-delà du visible, nous avons le domaine des infrarouges, puis les micro-ondes, puis les ondes radio. Alors, une application de ce modèle des ondes électromagnétiques, c'est ce qu'on appelle le phénomène de diffraction et d'interférence. Ici, on peut mesurer ce qu'on appelle la longueur de la tache centrale, et ça met en évidence le phénomène de diffraction. Et en mesurant la distance entre deux bandes rouges, là, nous avons ce qu'on appelle l'interfrange, qui met en évidence le phénomène des interférences. Le troisième modèle de la lumière est le modèle de la dualité onde-corpuscule. Quels sont les principes de ce modèle? En 1905, Einstein postule qu'à l'échelle microscopique, l'énergie de la lumière n'est pas continue mais discrète. Que signifient ces deux termes? Pour bien les comprendre, je fais apparaître ici un graphique qui représente en rouge la représentation continue d'une fonction. Là, nous avons une infinité de points qui se relient, qui représentent cette grandeur de manière continue. En bas, en blanc, vous avez la même fonction qui est définie de manière discrète. Donc nous avons uniquement 4 points. La grandeur est définie en ces 4 points, mais entre 2 points, donc la grandeur ne sera pas définie. Ce principe, nous allons l'appliquer à l'énergie de la lumière. Si on décompose la lumière jusqu'à obtenir l'énergie élémentaire, cette énergie élémentaire, dit aussi quantum, sera portée par une particule que l'on va appeler le photon. Le photon sera une particule donc élémentaire qui n'aura ni masse ni charge, mais qui portera l'énergie élémentaire de la lumière. Donc, quelle est l'expression de cette énergie? La voici, c'est E égale hf. H, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck, et F, la fréquence de l'onde qui va être associée au photon. Donc maintenant, si j'exprime la longueur d'onde d'une onde électromagnétique, vous vous rappelez, la longueur d'onde, c'est la distance que parcourt l'onde pendant une période. Donc on peut dire que lambda, c'est la vitesse à laquelle se déplace l'onde, donc c'est c, 3 puissance 8 mètres par seconde, fois la période. Et comme la période, c'est l'inverse de la fréquence, je peux dire que la longueur d'onde, c'est c sur f. Une fois que j'ai cette relation-là, je vais extraire la fréquence. Ma fréquence sera égale à c sur lambda, et donc je vais reporter l'expression de f dans l'expression de l'énergie, ce qui nous donne E égale hc sur lambda. Alors ici, nous allons préciser les différentes grandeurs et leurs unités. Donc h, c'est la constante de Planck. Vous voyez que c'est une constante qui est très petite. Elle vaut 6,63 10 puissance moins 34 joules fois seconde. Ensuite, nous avons ici donc la longueur d'onde qui va s'exprimer en mètres. Et là, la célérité de la lumière qui dans le vide est égale à 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde. Et en faisant ce calcul, on obtient donc l'énergie du photon, donc exprimée en joules. Quelle est l'énergie issue d'un laser reçue par la main?
Donc le laser, c'est une source de lumière où la lumière a la caractéristique d'avoir une seule longueur d'onde. Ici, pour le laser rouge, sa longueur d'onde sera de 635 nanomètres. Tout d'abord, nous allons considérer donc que cette lumière issue du laser est constituée d'un débit de photons. Chaque photon aura une énergie, on va la calculer grâce à la relation que l'on a vue juste avant, E égale hc sur lambda. Donc on l'applique ici, h c'est une constante, c aussi, et lambda prend la valeur qu'on avait lue ici, sauf qu'on doit la mettre en mètres, donc le 10 puissance moins 9 correspond au nano. Donc on trouve 3,13 10 puissance moins 19 joules. Donc cette quantité d'énergie est très petite. C'est pourquoi à l'échelle microscopique, on va préférer utiliser une autre unité d'énergie qu'on appelle l'électronvolt. Alors un électronvolt est égal à 1,60 10 puissance moins 19 joules. Donc je vais convertir l'énergie de mon photon en électronvolts en divisant la valeur obtenue ici par 1,70 puissance moins 19 et donc j'obtiens 1,96 électronvolts. Ce signal lumineux issu du laser est en fait constitué de photons et chaque photon a une énergie de 1,96 électronvolts. Donc si je laisse ma main un certain temps recevoir l'énergie du rayon laser, je vais avoir pour énergie reçue, donc delta E, donc la valeur de l'énergie d'un photon multipliée par le nombre de photons qui aura été reçu par la main. Maintenant, nous allons revenir sur le mot dualité onde-corpuscule. Pourquoi utilise-t-on ce terme-là? Je vous fais apparaître à nouveau ici l'expression de l'énergie d'un photon et on voit bien que dans cette relation, les deux concepts d'onde et de corpuscule apparaissent puisque l'énergie d'une corpuscule dépend de la longueur d'onde qui est propre à une onde. Donc nous avons bien ce concept-là de dualité. Pour bien comprendre ce phénomène, je vous fais apparaître ici une petite photo qui illustre ceci. Ici j'ai un cylindre, donc je le vois parce qu'il est éclairé de manière générale. Maintenant, imaginons que je le mette dans l'obscurité et que je vais utiliser un projecteur qui dans un premier temps va l'éclairer selon cette direction-là. Donc ici je vais voir son ombre et je vais voir un disque. Donc je peux l'interpréter comme si l'objet était une sphère. Maintenant si je l'éclaire avec une source de lumière qui est dans cette direction-là, là je vais voir un rectangle. Donc je peux interpréter ça comme un cube. Et donc c'est ce qui se passe avec notre modèle de la dualité onde-corpuscule. La lumière, qui est ni une onde ni une corpuscule, est à la fois une onde, par exemple ici on peut assimiler ça à une sphère, et à la fois une corpuscule en assimilant ici à un cube, alors qu'elle est ni l'un ni l'autre. En fait c'est un mélange des deux, d'où ce terme dualité onde-corpuscule. Qu'en est-il de l'énergie de la matière à l'échelle microscopique? Donc, nous allons retrouver le même principe que pour la lumière, c'est-à-dire qu'à l'échelle microscopique, l'énergie de la matière évolue de manière discrète. Il y aura certains niveaux d'énergie qui seront définis. Entre deux niveaux, il sera impossible d'avoir une valeur d'énergie. Pour expliquer cela, nous allons prendre un exemple de l'atome d'hydrogène qui est constitué d'un noyau, constitué d'un seul proton et d'un électron. Et donc vous voyez ici apparaître les différents niveaux d'énergie que va pouvoir prendre l'atome. Le niveau d'énergie le plus bas, on appelle ça l'état fondamental. Alors ici vous voyez une représentation de ce niveau d'énergie. Alors il ne faut pas considérer que lorsque l'électron bleu ici qui gravite autour du noyau va graviter sur une orbite circulaire. C'est juste une représentation de ce niveau d'énergie qui correspond à une position la plus proche de l'électron du noyau. Donc ensuite nous avons les états d'énergie 2, 3, 4, qu'on appelle aussi des états excités, qui vont être plus éloignés donc, par rapport au noyau, mais voilà, donc là ce sera l'état 2, l'état 3, l'état 4, etc. Et il faut bien avoir conscience qu'entre l'état 1 et l'état 2, il est impossible d'avoir un état intermédiaire. Donc ce sont bien des états dits quantifiés, et lorsque n temps vers l'infini, on obtient une énergie de 0 électronvolt, et qui correspond à ce qu'on appelle l'état d'ionisation de l'atome, c'est-à-dire que l'électron ne va plus être lié à l'atome, il va être libre, et donc on va former ici un ion. Que se passe-t-il lorsqu'un photon interagit avec la matière? D'abord nous allons voir l'absorption d'un photon par la matière. Donc si un photon arrive au niveau d'un atome, et que l'énergie d'un photon correspond exactement à une différence d'énergie entre un niveau d'énergie supérieur et un niveau d'énergie inférieur, dans ce cas-là, le photon va être absorbé par l'atome. Lorsque un atome soit dans un état excité, il va pouvoir s'exciter en passant d'un niveau d'énergie élevé à un niveau d'énergie plus bas. Et la différence d'énergie, en passant de ce niveau d'énergie plus haut, plus bas, va permettre d'émettre un photon qui possédera exactement cette différence d'énergie. Comment peut-on déterminer la composition de la couronne solaire?
Donc voici un petit schéma qui nous permet de comprendre cette technique. Vous avez ici à gauche donc le Soleil qui va émettre un rayonnement qui va arriver jusqu'au niveau de la Terre. Et là j'ai fait apparaître autour de la Terre donc l'orbite d'un satellite qui va nous permettre d'analyser le rayonnement issu du Soleil. Alors pourquoi on l'analyse à partir d'un satellite? C'est pour pas que l'atmosphère terrestre modifie le spectre reçu au niveau de la Terre. Imaginons que le Soleil ne possède pas de couronne solaire. Voici le spectre que l'on obtiendrait, c'est un spectre dit continu. Donc nous avons ici toutes les longueurs d'onde qui composent le rayonnement visible. À cause de la présence de la couronne solaire, voici le spectre que l'on obtient. Et donc là, on voit apparaître ce qu'on appelle des raies sombres. Vous les voyez ici. Alors comment est-ce qu'on interprète la présence de ces raies sombres? On peut faire une expérience sur Terre qui consiste à enfermer de l'hydrogène dans un tube et on va exciter cet hydrogène par des décharges électriques et on va analyser le spectre émis par ce gaz excité. Et on va obtenir ce qu'on appelle un spectre de raies, que vous voyez ici. Quelle est l'origine de ces raies? En fait, c'est lorsqu'on excite l'atome d'hydrogène, l'électron va se situer à un niveau d'énergie plus haut, et en se désexcitant, va émettre des photons qui vont correspondre à cette longueur d'onde. Et donc, chaque trait correspond à une longueur d'onde émise par un électron qui passe d'un niveau excité à un niveau moins excité. Et vous voyez que certaines de ces raies correspondent aux raies sombres qui étaient apparues dans le spectre de la lumière émise par le Soleil. Donc dit autrement, dans la couronne solaire, il y a de l'hydrogène qui va absorber certaines longueurs d'onde qu'émet le Soleil. Et donc nous, de la Terre, on va recevoir un spectre continu présentant donc ces raies noires qui correspondent aux longueurs d'onde absorbées par les gaz situés dans la couronne solaire. Donc certaines raies sombres, vous voyez, ne sont pas interprétées par la présence de l'hydrogène. Donc il existe d'autres gaz, à part l'hydrogène, qui vont être présents dans cette couronne solaire et qui donc vont absorber ces autres longueurs d'onde. Qu'est-ce que l'effet photoélectrique? Pour répondre à cette question, nous allons analyser le circuit suivant qui permet d'étudier ce phénomène donc de l'effet photoélectrique. Il est constitué de ce qu'on appelle un tube en vide qui est muni de deux électrodes, une électrode émettrice et une électrode réceptrice. L'électrode émettrice va être constituée d'un métal que l'on va étudier et ces deux électrodes vont être reliées par un circuit électrique muni ici d'un générateur de tension ajustable et ici d'un ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité qui circule entre les deux électrodes. L'électrode émettrice va être éclairée par une lumière monochromatique, donc constituée d'une seule longueur d'onde. Donc cette longueur d'onde sera ajustable. Ce qui sera aussi modifiable, c'est l'intensité de la lumière. Dans un premier temps, imaginons qu'on fixe une certaine intensité de la lumière et que l'on fixe une longueur d'onde. Il ne se passe rien, donc je diminue la longueur d'onde de la lumière monochromatique jusqu'à ce que j'arrive à extraire un électron de la plaque métallique. Si maintenant j'augmente l'intensité lumineuse, je vais voir un plus grand nombre d'électrons qui va être extrait de la plaque métallique. Et maintenant, si je baisse la longueur d'onde, je vais voir des électrons sortir avec une plus grande vitesse, ou dit autrement, une plus grande énergie cinétique. Alors comment est-ce qu'on interprète tout ceci? Pour ça, je fais apparaître le schéma suivant. En fait, les photons qui constituent la lumière monochromatique là vont avoir une énergie certaine E. Cette énergie est trop petite pour extraire un électron de la plaque métallique, il ne va rien se passer. Si je diminue la longueur d'onde, donc je vais augmenter l'énergie du photon jusqu'à ce que j'arrive à extraire un électron. Et cet électron aura une certaine énergie cinétique, donc une certaine vitesse de déplacement entre les deux électrodes. Donc si on diminue la longueur d'onde, j'augmente l'énergie du photon et donc je vais extraire toujours un électron et par conséquent son énergie cinétique sera de plus en plus grande si l'énergie du photon est de plus en plus grande. Quand j'augmente l'intensité lumineuse, en fait je vais augmenter le nombre de photons, donc le nombre d'électrons extrait sera plus grand. Voici la relation qu'il faut connaître. Ça, c'est l'énergie que possède le photon. Cette énergie, on va la retrouver si elle est supérieure à ce W qu'on appelle le travail d'extraction. Ce qu'on va retrouver, c'est ce travail d'extraction plus l'énergie cinétique que va posséder l'électron qui sera extrait de l'atome. Et ce travail d'extraction va dépendre de la nature du métal. Par exemple, pour du potassium, on a une travail d'extraction de 2,3 électronvolts, pour le beryllium 5 et pour le platine 5,7. Tout à l'heure, je vous ai parlé que si je commençais avec une longueur d'onde et que je diminuais, c'est à ce moment-là que je voyais apparaître les premiers électrons extraits de la plaque métallique. Donc la première longueur d'onde que l'on obtient, on appelle ça la longueur d'onde de seuil, c'est la première valeur de longueur d'onde qui permet d'extraire un électron. Mais pour une cellule photoélectrique, on va plutôt parler de fréquence seuil, c'est-à-dire c'est la première fréquence qui va nous permettre
d'extraire des électrons. Ensuite, ce que l'on peut faire aussi, c'est tracer ce qu'on appelle la caractéristique de la cellule photoélectrique, donc qui représente l'intensité que l'on mesure ici en fonction de la tension imposée ici par le générateur. Alors, il existe une tension, dite tension d'arrêt ici, qui est négative, qui va permettre d'annuler la vitesse des électrons émis. Et donc après, nous avons des courbes caractéristiques qui sont telles que vous voyez ici. Mais par contre, vous voyez, on a 3 ici caractéristiques qui vont dépendre de ce qu'on appelle du flux lumineux. Donc dit autrement, c'est de l'intensité de la lumière qui va éclairer la plaque métallique. Donc plus cette intensité sera grande, plus le nombre de photons vont augmenter, et donc le nombre d'électrons extraits va augmenter, et donc l'intensité va augmenter, donc d'où ces 3 courbes. Comment fonctionne un panneau photovoltaïque? Les panneaux photovoltaïques sont constitués de cellules photovoltaïques qui fonctionnent grâce à l'effet photoélectrique. Nous n'allons pas rentrer en détail, juste retenez le schéma énergétique correspondant à un panneau photovoltaïque. Celui-ci est exposé à une certaine puissance lumineuse, et son but c'est de convertir cette puissance lumineuse en puissance électrique. Forcément, toute la puissance lumineuse ne va pas se convertir en puissance électrique, il y aura des pertes sous forme de chaleur, d'où la puissance thermique qui apparaît ici. Ainsi, on peut définir le rendement du panneau photovoltaïque, qui est par définition la puissance désirée, c'est-à-dire la puissance électrique, que divise la puissance lumineuse reçue. Et ce rendement, pour les panneaux photovoltaïques vendus dans le commerce, elle est comprise entre 10 et 20%. Pourquoi est-ce que c'est aussi bas? Alors pour répondre à cette question, je vous fais apparaître ici un graphique qui représente ce qu'on appelle l'irradiation. Donc c'est la puissance surfacique mais ramenée à une longueur d'onde en fonction de la longueur d'onde. Comme on l'avait vu pour la cellule photoélectrique, il faut que la longueur d'onde atteigne une certaine valeur pour que des électrons puissent être arrachés de la plaque métallique. Donc ici, les panneaux photovoltaïques sont souvent réalisés en silicium. Donc pour le silicium, la longueur d'onde est de 1,2 micromètre. Donc toute la puissance lumineuse dont la longueur d'onde est supérieure à 1,12 micromètre ne pourra pas générer de l'énergie électrique. Et donc ici vous avez tout ce qui peut être utilisé, et au-dessus, donc ce qu'on appelle l'excès d'énergie perdu sous forme de chaleur. Donc voilà l'explication pourquoi un rendement d'un panneau photovoltaïque n'est pas aussi grand par exemple que le rendement d'un moteur électrique. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Quelle surface de panneaux photovoltaïques est-elle nécessaire pour rendre une maison autonome en électricité? On va partir du principe que la puissance électrique nécessaire pour rendre autonome la maison est de 9 kW et que le rendement des panneaux photovoltaïques est de 20%. Là, je fais apparaître une flèche qui va symboliser la puissance surfacique lumineuse qui va être reçue par les panneaux photovoltaïques. Alors pour calculer cette valeur, je vais partir de ce schéma-là. Alors on avait vu dans le cours sur les transferts thermiques que la puissance lumineuse surfacique issue du Soleil au niveau de la Terre est de 1364 watts en mètre carré. Cette puissance lumineuse que va recevoir la Terre est répartie sur un disque de surface pi r carré, R étant le rayon de la Terre. Maintenant je vais calculer moi la puissance surfacique moyenne reçue par la Terre. Donc cette surface de pi r carré va être augmentée et elle va correspondre à la surface de la Terre, qui est la surface d'une sphère, donc qui vaut 4 pi r carré. Dit autrement, cette puissance surfacique va être divisée par 4 pour avoir ce qu'on appelle la puissance surfacique moyenne, puisque je passe de pi r carré à 4 pi r carré. Donc voilà la valeur numérique de ma puissance surfacique moyenne reçue par le panneau photovoltaïque sur une journée, que ce soit dans la nuit ou dans la journée. Donc 342 watts par mètre carré. Maintenant que j'ai cette valeur, je vais pouvoir calculer la surface. En un premier temps, j'exprime ma puissance lumineuse, qui est le produit de la puissance surfacique moyenne fois la surface. Et par rapport au rendement, je vais relier la puissance électrique à la puissance lumineuse. Et donc j'obtiens ceci. La puissance électrique, c'est I moyen S fois R. Là-dedans, moi, je cherche la surface. Donc je l'isole, donc ça me fait la surface égale la puissance électrique que divise I moyen fois R. Je remplace par la valeur numérique que je connais, la puissance électrique 9000 watts, le I moyen 341, 0,2 le rendement, et donc j'obtiens 132 mètres carrés. Voilà la surface qui est nécessaire pour rendre une maison autonome en électricité. À présent, nous allons voir les avantages de cette installation-là. Tout d'abord, il faut savoir que l'énergie solaire, bien sûr, elle est gratuite et elle est renouvelable. Mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle est intermittente. S'il y a des nuages, on aura moins de soleil. La nuit, il n'y a pas de soleil. Donc, ça oblige d'utiliser ce qu'on appelle des batteries pour rendre la maison autonome. C'est-à-dire que l'énergie électrique produite en pleine journée, quand il y a un beau soleil, va être stockée temporairement dans des batteries pour être utilisée dans la nuit ou lorsqu'il y a des nuages et qu'on ne voit pas le soleil.
Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Une dernière chose, docteur. Quoi encore? Il est de coutume ici dans le Sud, lorsqu'on vient de conclure un accord, que les deux parties se serrent la main.